C'est bien. Le temps qu'on lance le jingle. Bonjour à tous et merci, vous êtes quand même nombreux. Je vois que la thématique financement est une thématique qui vous intéresse et je voulais vous dire en amont, parce que je les céderai aussi après l'animation à Bertrand Héliard de RSM, que le principe de la conférence, c'est aussi que vous posiez des questions. C'est-à-dire, tout le monde va parler, chacun va parler 7, 8, 10 minutes, mais après, c'est le moment de poser un certain nombre de questions, puisque là, vous avez des gens qui pratiquent le financement en Afrique au quotidien. Donc voilà, profitez-en. La conférence est structurée en deux parties. La première partie, je vais céder la parole au Conseil régional à RESACOP par rapport à un appel à projet qu'ils sont en train de faire. Et on trouve que c'était intéressant parce que peut-être que vous pouvez en profiter d'ailleurs. Donc en l'occurrence, je vais vous céder la parole pour cette première partie et pour que vous nous fassiez un peu une présentation du projet. Qui parle en premier? Voilà. Où tu es au pupitre? Comme tu veux. Voilà. Hop. Ça va arriver. Alors bonjour, donc Cécile Prato, je suis technicienne fonctionnaire à la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc à la direction des relations internationales. Et donc on va vous présenter ce dispositif qui s'appelle Accélérateur de projets ONG Entreprises. Donc avec notre partenaire RESACOP, donc représenté ici par Jocelyne Delarue. RESACOP, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, le groupement d'intérêt public de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui réunit l'État, qui réunit les collectivités comme le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi d'autres collectivités comme la métropole de Lyon, et puis les associations, les ONG qui sont le fleuron de la coopération internationale et qui sont basés en Auvergne-Rhône-Alpes comme AVSF, Handicap International, Bioforce. Donc ils sont tous dans ce groupement d'intérêt public RESACOP et la région travaille avec eux pour avoir une discussion et pour entamer un dialogue en fait entre les ONG qui développent des projets à l'international dans vos pays, qui ont des problématiques sur des solutions techniques d'innovation qu'ils ne trouvent pas en interne et qui ont recours à des solutions techniques qui sont proposées par des entreprises qui sont basées en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes travaille avec RESACOP sur ce sujet depuis 2019. On a créé un appel à projet qui s'appelle donc Coalition d'acteurs. Depuis 2020, avec l'agence de l'eau, on le développe sur l'eau et l'assainissement. Et aujourd'hui, le PowerPoint ne s'affiche pas. Alors, hop. Le voilà, il va arriver. Et aujourd'hui, donc, on vous présente en avant-première le nouveau dispositif. Ça c'est bien, ça nous fait une avant-première. Voilà, une avant-première. Donc, le lancement de ce nouveau dispositif financé par le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, donc, qui a pour objectif d'accompagner les projets de coopération au service du développement des populations locales. Donc, c'est un dispositif qui est triplement gagnant-gagnant. Donc, pour les populations locales de vos pays, qui favorise l'ouverture des entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes aux marchés internationaux, justement en proposant leur innovation technique, et puis qui permet de partager les compétences techniques de ces entreprises pour répondre aux besoins d'innovation des ONG, avec qui nous travaillons depuis longtemps. Voilà. Donc ce projet existait entre 2020 et 2024 sur l'eau et l'assainissement.
Il a été financé à hauteur de d'1,5 million d'euros. Et donc là, l'objectif depuis cette année, c'est de le déployer sur plus de secteurs. Donc on ajoute l'agriculture, l'agroalimentaire, la santé, les énergies renouvelables et la gestion des déchets. Voilà. Géographiquement, il peut être sur tout pays d'Afrique francophone et d'Asie du Sud-Est qui appartient à l'OIF, bien sûr, sachant que ce n'est pas forcément, vous n'avez pas besoin que le projet soit en corrélation avec les partenariats qu'entretient la région Auvergne-Rhône-Alpes à travers le monde. Voilà. Et l'objet du financement, c'est financer des études de besoins, des démonstrateurs et du déploiement de projets sur de la plus grande échelle. Voilà. Jocelyne reviendra sur la dimension innovante que le projet doit avoir par rapport au recours en fait de la solution technique de l'entreprise. Elle doit être innovante. On parle d'innovation pour le pays, qu'elle n'existe pas dans le pays où la solution veut être déployée et qu'il doit répondre à un besoin qui n'est pour le moment pas répondu dans le pays en question. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. On veut que ce soit, comme je vous disais, gagnant pour les populations locales, pour le projet, pour l'ONG et aussi pour l'entreprise. Voilà. Donc le financement, il est de 30 000 € en fonctionnement et de 50 000 € en investissement, et ça peut être cumulable. C'est l'ONG qui est porteur du projet, qui vient nous voir à la région et qui vient nous voir à Resacop, et ensuite c'est dispatché avec l'entreprise. Voilà. Peut-être Jocelyne, est-ce que tu veux venir Ah non. Alors attendez, c'était pas ça. Je donne la parole, excusez-moi. Je donne la parole à Julio, qui est donc dans l'entreprise UVRER et donc qui a bénéficié de ce financement l'année dernière sur l'eau et l'assainissement et qui va pouvoir un peu témoigner de la façon dont ça s'est passé. Merci. Le micro doit fonctionner. Peut-être vous présenter d'abord, hein, si vous pouvez. Julio Asensio, de la société UVRER. Nous sommes basés ici à Lyon. Ça fait 40 ans que nous fabriquons des appareils et des installations à base de lumière ultraviolette. C'est une innovation qui permet l'élimination des bactéries, des virus, des champignons et des microalgues dans les fluides, l'air, les liquides, l'eau, les surfaces avec la lumière ultraviolette. C'est une technologie innovante, respectueuse de l'environnement et des opérateurs. Donc j'étais assis, comme vous, il y a 1 an et demi. J'ai écouté la présentation de l'appel à projet de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on s'est dit, nous avons une technologie innovante, respectueuse de l'environnement, pour désinfecter, traiter l'eau. Donc nous sommes rapprochés auprès de la Resacop et d'autres plateformes pour trouver une association, une ONG avec qui on pourrait co-construire un projet pour l'accès à l'eau. Nous avons été contactés par une association française qui s'appelle Potamai, qui travaille au Congo. Ils ont aussi une antenne au Congo. Donc on a commencé à échanger et nous avons constitué un projet que nous avons bénéficié, qui consiste à potabiliser l'eau dans 2 unités de services essentiels. C'est le cœur du métier de cette association au Congo. On potabilise l'eau pour la consommation des familles et aussi pour l'utilisation de l'eau pour la transformation des produits locaux, des produits agroalimentaires. Donc voilà, je vous invite vivement à regarder les caractéristiques du programme et puis de se rapprocher de tous les acteurs pour construire un projet innovant dans cet appel à projet. Merci. Merci beaucoup. Je reprends la parole. Donc, Jocelyne Delarue, je suis la directrice du GIP Resacop. Donc, on est là pour accompagner les acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le développement de leurs projets, que ce soit les ONG, les collectivités ou les entreprises, donc des projets de solidarité internationale. Et dans le cadre de ce dispositif, justement, on accompagnera ces partenariats entre ONG et entreprises pour trouver des solutions aux grands défis du développement dans les pays. Donc on a cité de nouveaux secteurs.
Donc ce dispositif, je vais insister sur 3 aspects. C'est le fait que le besoin, le projet part de l'ONG. Pourquoi ? Parce que les ONG donc, ont justement la connaissance du terrain, ils ont la connaissance des problématiques techniques qui peuvent être toujours non solutionnées sur le terrain, et elles peuvent du coup identifier par elles-mêmes des besoins d'innovation auxquels les entreprises pourraient répondre. Il pourrait exister des solutions apportées par des entreprises. Donc le fait de passer par l'ONG, finalement, ça garantit à l'entreprise qu'il y a une structure qui connaît déjà le terrain, qui connaît les besoins. Et justement, si ces solutions ne sont pas déjà implémentées dans le pays en question, c'est qu'il y a donc un marché, si la solution elle est pertinente. Donc voilà, le fait de passer par une ONG qui connaît le terrain, c'est extrêmement important, et ça garantit le fait qu'on va répondre à un véritable besoin et qu'il y a finalement un véritable marché. Alors on parlait justement d'innovation aussi pour cette raison-là, c'est-à-dire il faudrait... on ne cherche pas à travers ce dispositif à uniquement soutenir quelque chose de one-shot où l'entreprise va livrer un équipement et puis sur un petit projet. Voilà. S'il y a justement cette dimension d'innovation, si cette solution technique n'existe pas dans le pays, ça veut dire qu'elle a du potentiel de développement si elle répond justement à tous ces besoins. Dernier point, c'est le partenariat. Donc, Resacop donc accompagnera les projets dans la dimension de co-construction entre l'ONG et l'entreprise. Parce qu'il faudra peut-être que l'entreprise elle adapte un peu sa solution au contexte local. Il faudra que l'ONG aussi, finalement, elle adapte sa manière de faire aux contraintes de l'entreprise. Et le dialogue, en fait, n'est pas forcément évident entre ces organisations qui appartiennent à des mondes différents, qui ont des objectifs différents, mais qui, si elles collaborent, vont pouvoir finalement apporter beaucoup en termes de développement. Donc on sera là aussi pour faciliter la mise en place de vraies conventions de partenariat et de co-construction des projets. Alors, si jamais je suis entreprise et j'ai une demande qui me vient avec une collectivité qui voudrait se doter d'un équipement de je ne sais quoi ou d'un groupement, est-ce que je peux te l'apporter à toi en disant tiens, moi j'ai une demande et c'est toi qui vas la valider ou quelque chose comme ça, ou est-ce que la demande vient forcément de toi, enfin d'une ONG en fait? Oui, là, dans le cadre plutôt du dispositif, on a plutôt imaginé que ça viendrait des ONG, c'est-à-dire que la demande, elle part d'un besoin explicité par l'ONG de trouver une nouvelle solution par rapport aux problématiques qui existent. Y compris pour, parce qu'ici on a quand même beaucoup de régions africaines, donc les régions africaines ne peuvent pas te solliciter en disant moi j'ai un type de projet. Donc, le porteur de projet, ça sera une ONG française. En revanche, pour les entreprises qui ont des solutions, c'est une bonne chose que nous, on soit informés aussi de l'intérêt des entreprises qui souhaitent se développer sur l'Afrique ou sur l'Asie du Sud-Est et de savoir quelles sont les solutions. Parce que si une ONG, justement, nous parle de ces problématiques, on pourrait l'orienter vers l'entreprise en question. C'est un petit peu l'exemple de Julio, du VRER, puisque finalement, eux-mêmes sont venus vers nous pour nous dire, il y a une solution technique, et quand on a entendu parler par les ONG du besoin, on a pu les mettre en relation. J'ai que des questions embarrassantes. Non, mais c'est bien, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez connaître de Resacop, pour que Resacop puisse vous référencer. Et côté collectivité, il faut que vous cherchiez une ONG avec laquelle ça pourra matcher. J'ai bien résumé ? Ouais. Bon, et la région finance. Non, mais c'est bien, ça peut faire des trucs innovants. Enfin, c'est bien, je trouve que voilà. En tout cas, merci de nous avoir fait l'avant-première de tout ceci. Et continuez, monsieur, à travailler. C'était au Congo, hein, c'est ça ? Vous continuez à travailler au Congo aujourd'hui ou avec d'autres contrats ? On a déjà fabriqué la première station de potabilisation. On attend d'autres aspects pour fabriquer la deuxième unité de potabilisation d'eau.
D'accord, donc ça va être dans la durée. Donc c'est bien, ça a mis le pied à l'étrier, au top. Merci beaucoup. Tu as une question. Bah, vas-y. Oui, j'ai une question très très pratique. En fait, nous accompagnons un projet qui bénéficie d'une aide du Trésor français à travers une procédure que vous connaissez par cœur, qui est celle du FASEP. Le FASEP ne répond que partiellement en fait aux besoins des études amont de ce projet. Est-ce qu'il est possible de compléter par votre dispositif un projet qui aurait bénéficié des faveurs donc de tout l'examen du Trésor français? Nous, on peut intervenir en complément d'un financement FASEP. Souvent, on intervient en amont, parce qu'on finance en fait souvent les études préalables ou le fait que l'ONG avec l'entreprise ait vu comment adapter, comme on le disait Jocelyne, l'innovation de l'entreprise aux besoins du terrain. Et souvent, nos financements sont quand même beaucoup plus modestes qu'un gros FASEP. Donc c'est vrai qu'en général, on est plutôt là pour aider l'ONG sur une étude de besoin pour formaliser son partenariat avec une entreprise. Et quand il y a l'étude de besoin réalisée, on peut financer aussi un petit démonstrateur parce que nos financements sont modestes. Et après, si le démonstrateur fonctionne et que l'entreprise veut le déployer et à ce moment-là veut faire quelque chose de beaucoup plus conséquent, c'est là où on essaye de l'accompagner à aller voir le Trésor ou aller voir des bailleurs beaucoup plus importants pour financer des FASEP. C'est plutôt comme ça dans cette chronologie qu'on est. Et pour répondre aux questions des collectivités, sur l'appel à projet qui était sur l'eau et l'assainissement, c'est l'AIRF qui a le statut d'une ONG, qui a travaillé avec une collectivité qui était membre et qui a travaillé avec une entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui a financé un démonstrateur. Voilà. On en est sur du démonstrateur. Voilà. Alors, Céline de l'AIRF, on va avoir une question, mais Céline de l'AIRF me demande de refaire un petit résumé, parce que certains n'avaient pas pu entendre, parce qu'ils sont rentrés un peu plus tard, parce qu'il y avait un atelier de réseautage juste à côté. Donc, l'appel à projet, c'est destiné à soit des démonstrateurs, ah ben voilà, parfait, soit une étude du besoin en général, soit déployer des projets à plus grande échelle. C'est doté de financement de 30 à 50 000 euros pour projet. C'est sur des secteurs, vous voyez, ils sont là, eau, assainissement, agriculture, agroalimentaire, santé, énergie renouvelable, gestion des déchets. Là, on a tous les secteurs importants, je veux dire, de ce qui peut être considéré en Afrique. Si jamais vous avez des projets, il faut aller voir, donc c'est fabriqué avec Resacop, cet appel à projet. Donc il faut qu'il y ait une ONG qui soit au milieu et que vous sollicitiez une ONG, peut-être locale ou ici, et que Resacop puisse s'emparer à ce moment-là pour faire la procédure adéquate. Et pour demander un financement. Et maintenant, je vais vous laisser parler et poser la question. Vous avez un micro qui est juste devant vous. Toc. C'est vrai. Voilà. À force de regarder votre micro, j'ai oublié le mien. C'est pas grave. Présentez-vous d'abord. Bien, je suis M. Conan Raymond. Ça, c'est un nom rare ici, peut-être, non? Et je suis le président du conseil régional du Bélier, en Côte d'Ivoire. Ah, mais oui, la région du Bélier. Oui. Avec l'AIRF, nous sommes déjà en partenariat. Et vous avez un projet, il me semble, dans la région du Bélier, avec un conteneur pour transformer des fruits. Des fruits, voilà. Oui. C'est bien dit. Là, je crois que toutes mes préoccupations sont prises en compte, mais j'aurais voulu avoir un complément d'information sur l'adresse de nos deux présentateurs. Resacop ? L'adresse ? Complète. Je pense qu'elle va vous donner une carte, président. C'est ça. Voilà, comme ça, ça sera bien. Bon, merci de cette présentation. Et entre parenthèses, vous pouvez financer combien de projets ? Bonne question. Non, t'es pas forcé de répondre. Si, mais il faut que ça rentre dans l'enveloppe globale annuelle, mais après... c'est nos limites.
Non, nous on est techniciens, donc si ça fonctionne et qu'on a beaucoup de projets, on essaiera de faire du lobbying pour avoir une enveloppe qui est plus conséquente. Voilà. Nous, on est aussi preneurs d'être au courant, donc à la région et à Resacop, de l'innovation et des solutions techniques que proposent les entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes, car on connaît beaucoup les ONG avec qui on travaille quotidiennement, donc on connaît leurs besoins, on connaît souvent leurs projets, mais c'est vrai qu'en face, on voit avec... Bon, moi, je suis à la direction des relations internationales, mais je vois avec la direction de l'économie ou avec d'autres partenaires dans le secteur de l'économie ce qu'on peut proposer aux ONG en face sur les solutions techniques des entreprises. Voilà. Donc, il ne faut pas aussi hésiter, si vous êtes entreprise d'Auvergne-Rhône-Alpes, exactement, de venir, comme l'a fait UVRER, on s'est rencontrés sur un salon à Polytech, de venir nous proposer des solutions qui soient adaptables dans les pays dans lesquels on parle. Voilà. Merci. Merci à tous les trois. Bon, ben, Jocelyne, tu n'as plus qu'à aller mettre ta carte de visite dans l'urne de M. Conan. Mais en fait, plus généralement, je pense que Céline de l'AIRF, voilà, elle peut faire le lien avec tout ça, parce que, avec le reste de l'équipe. Bertrand, si tu veux bien venir. Assieds-toi. Voilà, on va passer à une deuxième partie qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et puis je laisserai le micro à Bertrand juste derrière pour animer sa deuxième partie. Donc à la fois nous avons M. Jekinou qui en fait a une très belle expérience parce qu'il était dans une institution française il n'y a pas si longtemps, mais qui connaît bien notamment les bailleurs de fonds internationaux, parce qu'en fait, vous avez tous compris que l'Afrique, c'est quand même assez compliqué en termes de financement. Donc, il faut toujours reporter ou trouver des financements complémentaires ou trouver des gens qui peuvent, dans les bailleurs de fonds, cofinancer un certain nombre de projets. Ça passe forcément par aussi un banquier, Sébastien Froidant, qui est de BGFI Bank, ici présent. Alors, c'est une des seules banques africaines à avoir un siège, enfin une agence, si on peut dire, ou un établissement, pardon, une filiale. Tu as un micro, donc pas de problème. En France, c'est assez rare, et donc c'est pour ça qu'on pensait que c'était intéressant de le mobiliser, parce qu'en fait, il faut envisager les financements dans les deux sens. Pas forcément que en Afrique, peut-être qu'un financement en France sur un projet en Afrique peut être aussi adaptable. Et on a Bruno Bonnel qui, lui, s'occupe du financement de start-up. Benjamin, pardon. Excuse-moi. C'est un lapsus révélateur. Voilà. Et je vous présente donc Bertrand Héliard. Alors Bertrand, c'est un complice de quelques années, si on va dire. Alors, il a un gros parcours sur les financements internationaux parce que... ça va tomber. Et donc, il connaît bien la structuration des financements internationaux, et surtout, il monte un grand nombre de projets et de financements de projets en Afrique avec des entreprises qui sont parfois ici, sur lesquelles on a même financé des groupements, on a monté des fonds FASEP, on a fait plein de choses intéressantes. Et voilà, et c'est un bon connaisseur des difficultés de l'Afrique. Bertrand, je te laisse la parole. Et ça marche ? Ouais. Oui. Bonjour à tous. Merci à Marc pour cette introduction extrêmement flatteuse. Je ne sais pas si je la mérite, mais en tout cas, je vais essayer de challenger dans le temps qui nous est imparti, parce que vous ne voyez pas une petite chose que moi je vois défiler devant nous. J'ai un chronomètre, et donc on avait 1 heure normalement pour débattre de ça, mais il nous reste 31 minutes 53 secondes. Nous sommes 3 interlocuteurs, donc vous avez 10 minutes chacun maximum pour les questions et les réponses. Et c'est surtout ensuite que vous posiez des questions. Bon, en fait, j'étais assez, en guise de toute petite introduction, assez frappé par la qualité de la boîte à outils que nous avait concoctée Marc avec la présence de ces 3 personnes aujourd'hui, plus les 2 charmantes femmes qui ont précédé, parce que vous avez toute la diversité, pratiquement toute la palette des financements que recherche un porteur de projet qui était devant vous. Vous aviez les pouvoirs publics qui ont des trésors de possibilités avec des dons très variés, qui sont parfois un peu compliqués à mettre en œuvre, mais
qui ont le mérite d'exister. Vous avez par chronologie Monsieur Startup, donc, qui est en face du défi peut-être le plus important qu'il y a, c'est le démarrage d'une entreprise. On sait tous que partout, où que ce soit en France ou en Afrique, on a parlé hier des défis du financement. Le défi du financement, il existe pour toutes les entreprises, où qu'elles soient dans le monde, avec peut-être des facteurs de difficulté un peu différents selon la destination, mais le financement d'une start-up est un vrai exercice. Ensuite, vous avez Monsieur le banquier, et la BGFI, plus personne ne la présente. C'est une grande institution africaine qui a repris, tristesse ou pas tristesse, on ne vit pas sur le passé, beaucoup des actifs de la Société Générale, et qui aujourd'hui est présente dans 10 pays, et présente en France aussi. Donc elle est un passage extrêmement intéressant pour vous, à travers son représentant ici et toute son équipe, qui est très très à l'écoute de tous les financements possibles, et en particulier tout ce qui est crédit export, qui est un dispositif extrêmement riche. Et puis à la fin, on termine avec celui qui arrive avec la suprafinance, c'est la connaissance de tous ces grands organismes qui s'appellent Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, Banque mondiale, et j'en passe et des meilleurs, BOAD, quand vous rentrez dans les contrées, et qui ne sont pas évidentes à comprendre. Donc, on va commencer peut-être dans la chronologie que j'ai mise en place, en te demandant, Benjamin et non pas Bruno, de nous dire un peu ce que tu fais, et puis on va voir après comment on peut poser les principales questions sur... Très bien. Ça fonctionne? Ok, super. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis Benjamin Bonnel, je dirige Expand in Africa. Donc, on investit dans des startups en Afrique et on accompagne des groupes du digital, donc des groupes internationaux qui veulent se développer sur le continent africain. Pour nous, le digital, c'est un secteur multiplicateur, surtout sur le continent africain, parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. Il permet de collecter des données, il permet de formaliser des TPE, il permet de collecter aussi de l'argent à travers le mobile money. Donc c'est très structurant et ça permet de faire beaucoup de choses. Nous accompagnons des boîtes dans plein de secteurs, beaucoup de fintech, des headtech, l'agriculture. Et c'est un secteur qui fourmille. C'est aussi un secteur porteur de bonnes nouvelles, parce qu'il y a plein de jeunes, des champions africains qui se lèvent le matin et qui ont le courage d'aller risquer leur carrière pour prendre un risque énorme, c'est-à-dire créer une entreprise, se battre contre les forces de l'univers. Et quelques-uns y arrivent. Et c'est génial. Je trouve ça absolument génial. Et en t'écoutant, j'ai plein de projets que nous sommes en train d'accompagner avec RSM à destination de plusieurs pays africains. Et je pense qu'on va se revoir très très souvent pour rentrer. Ce que tout le monde aimerait, c'est avoir des exemples concrets. On refera une autre session avec des exemples concrets pour tous ceux que ça intéresse très rapidement. Et ça représente quoi comme intervention possible en termes de montant? La question temps est toujours critique pour les porteurs de projets. Quand je dépose un dossier chez toi, j'ai une chance d'avoir l'argent. Dans combien de temps? Alors, oui, clairement, il y a une chance d'avoir de l'argent. C'est un secteur qui est financé, les startups en Afrique. Ça met 3 à 1 an. 3 mois à 1 an. Mais la complexité, c'est qu'avant de connaître l'écosystème d'investisseurs en Afrique et de se faire repérer, cela met 3 ans. C'est-à-dire entre le moment où j'ai ma première idée et le moment où je peux prétendre aller voir un investisseur, poser mon dossier et à obtenir de l'argent, c'est quand même un long chemin. Parce que nous, ce qu'on va demander, c'est qu'il y ait une traction minimum, c'est-à-dire qu'il y ait eu un premier client, un premier chiffre d'affaires qui est réalisé en vue d'un passage à l'échelle. Et nous, notre argent doit permettre ce passage à l'échelle. L'activité minimum qu'elle doit avoir, vous la situez à quoi? C'est une première année de chiffre d'affaires? Parce qu'il y a beaucoup de start-up zéro chiffre d'affaires qui sont en pur démarrage. On en a plein et qui sont en train de chercher vraiment le seed capital, hein, le début du début. Est-ce que tu interviens là-dessus? Oui, nous on fait beaucoup de ce qu'on appelle le early stage, donc sur du seed. On investit entre 50 et 200 000 euros. Et
quand je parle de traction initiale, on parle de 5 000 € mensuels de chiffre d'affaires. Donc ça reste des petits montants, avec bien sûr des marchés adressables qui sont intéressants. Donc de dire, aujourd'hui je fais 5 000, mais si vous me financez, demain je pourrais faire 50 000 par mois. Est-ce qu'il y a un point fort que tu aimerais mettre en avant devant ce parterre de gens très intéressés? Oui, je pense que durant les dernières années, il y a 4 pays qui ont capté 80% du financement start-up en Afrique. C'est le Nigeria, le Kenya, l'Égypte et le Maroc. Aujourd'hui, l'Afrique francophone, parce qu'il y a beaucoup de francophones ici, est vraiment en train de se réveiller sur ces secteurs-là. On fait x3 par an depuis 3 ans. Donc j'encourage à tous les décideurs de regarder ce que fait le secteur des startups et de l'innovation et du digital et de l'encourager. Voilà. Merci beaucoup. Alors on passe à la BGFI. Hier soir, nous étions dans le même atelier, mais moi j'écoutais religieusement ce que vous disiez, tous sur les défis des financements. Il y avait toutes les réserves qui sortaient des propos des uns et des autres. Aujourd'hui, on n'est plus, le mot défi est passé à l'arrière-plan. On est dans le positif à fond. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir la personnalité de la BGFI dans ses accompagnements de projets. J'ai eu l'occasion, et je peux faire un témoignage très spontané, de travailler avec les équipes de Sébastien à Paris. Franchement, je vous invite à aller les connaître si vous avez des projets, parce qu'il y a une qualité d'écoute qui est assez rare. Je me permets de le dire. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est recevoir de ta part, quels sont les points déterminants avec lesquels il faut venir, s'il y en a, hein, pour qu'un projet puisse vraiment décoller. Donc, en clair, avec quel dossier vous devez venir, quels sont les fondamentaux qu'il faut pouvoir présenter pour qu'un dossier ait une bonne chance de décoller? Tout d'abord, tout dépend du type de dossier. C'est vrai que nos équipes, justement, ont tendance à accompagner les différents projets, parce qu'on peut investir, que ce soit dans l'agriculture, ça peut être aussi dans... Voilà, on a l'agriculture, par exemple, sur Madagascar, où on finance un producteur de crevettes. Là, on a lancé un projet sur Centrafrique aussi, sur le financement de machines agricoles. On finance différents types de projets. Après, alors, on finance autant des entreprises qui sont déjà implantées en Afrique, comme on peut financer des entreprises françaises qui souhaitent exporter en Afrique. Donc notre but, c'est aussi, en fonction du projet qui est présenté, de pouvoir aussi le structurer pour qu'on puisse éventuellement le financer. Et aussi, nos équipes apportent une expertise sur les différents marchés. Comme dirait Etienne Giraud, chaque pays a ses particularités, et donc faire un financement en RDC, c'est différent que de faire un financement au Sénégal. Donc c'est vrai qu'on prend aussi en compte, on a aussi de pouvoir s'appuyer sur l'écosystème dans les pays où on est implanté, et justement de pouvoir accompagner éventuellement avec les filiales qui sont implantées dans ces pays, de pouvoir justement sur la partie flux, ou également de connaître les contreparties qui vont être impliquées, que ce soit alors aussi en termes de compliance, parce que souvent c'est aussi un sujet en Afrique, de pouvoir justement lever toutes ces contraintes et de pouvoir monter un dossier qui puisse être financé, sachant que par exemple pour les entreprises françaises qui vont exporter en Afrique, souvent on sollicite aussi le BPI qui apporte aussi une garantie sur l'export, donc qui permet de monter un dossier complet. Merci. Alors je rebondis un peu sur un point qui, à mon avis, intéressera beaucoup de gens dans la salle, qu'on a évoqué hier, c'est ce besoin de la communauté bancaire africaine en général d'avoir un backup garanti assez solide. Et on a évoqué beaucoup les fonds de garantie, genre FSA, où il y en a 2 ou 3 qui sont particulièrement actifs en Afrique francophone, anglophone d'ailleurs aussi. Est-ce que la BPI est un garant, comme un autre, d'une certaine façon?
est-ce que vous préconisez de travailler avec ces gens-là dès le début pour éventuellement avoir, au moment où le dossier va décoller, l'addition des garanties et donc de peut-être surmonter ces premiers obstacles dont on parlait hier, d'exigences de garantie peut-être un petit peu hors normes? Il y a 2 points. C'est vrai qu'il y a déjà en termes de garantie sur le projet. Après, selon, j'allais dire, le montant du projet, c'est vrai que comme toute banque, on a des principes qui font que on est limité sur les engagements qu'on peut prendre sur un projet. Donc c'est vrai que dans ce cas-là, on va éventuellement solliciter des garanties justement d'organismes comme FSA ou le FAGAS ou voilà, différentes organismes qui vont venir entre guillemets réduire le risque que la banque, que BGFI va porter sur le projet. Mais donc c'est vrai que BPI vient par exemple sur tout ce qui est la partie export. Donc c'est vrai qu'il y a cette partie garantie au niveau de la banque pour le projet en termes vraiment de risque de crédit. Et puis après il y a différentes les différentes garanties que peut apporter, j'allais dire, le porteur de projet, quoi. Alors, je vais profiter du voisin qui est juste à côté et qui parle des grandes institutions pour faire une question lien qui vous intéresse tous les deux. Quelle est la nature des relations que la BGFI a avec des organismes comme la BID, la BAD, la Banque mondiale? Est-ce que ça fait partie du dispositif? On a parlé de la BPI, mais à côté, il y a, on en entend beaucoup parler en tout cas, des opérations qui sont initiées par ces grandes institutions multilatérales et qui arrivent sur les économies locales à travers des établissements comme le vôtre. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opérations que la BGFI partage, entre guillemets, avec ces grands organismes, et comment les gens qui sont dans la salle peuvent entendre parler de cela? Parce que souvent, c'est des appels aussi à concours, il y a des dispositifs. Et en fait, on manque un petit peu en tant que récipiendaire, là je parle pour les gens que j'accompagne, on manque un peu d'informations pour dire, allez voir la BGFI, elle a passé un accord avec la BAD sur tel ou tel secteur. J'ai une idée un peu obsessionnelle en ce moment de financement vert. Et en fait, quand vous parlez avec les grands responsables des financements verts dans les grandes banques françaises, ils ont plein d'argent et ils ne savent pas le dépenser. C'est quand même un comble. On se retrouve en Afrique avec plein de financements verts en besoin, mais on ne peut pas les financer parce qu'il n'y a pas assez de garanties. Et chez nous, il y a plein d'argent, mais on ne sait pas le mettre en place. Donc, comment ça cohabite tous ces grands dispositifs? La question est pour vous deux. Alors, au niveau de BGFI, alors on n'a pas de partenariat directement avec les grandes, la BAD. Après, on est plutôt en accompagnement sur des projets qui vont être éventuellement soutenus par ces organismes. Et donc, on va intervenir, sachant que parfois c'est sur des grands montants. Donc, on a tendance plutôt après à s'indiquer avec d'autres établissements. En général, c'est des projets quand même plusieurs importants. Donc en général, ça fait intervenir différentes banques. Et justement, là, c'est aussi la coopération entre les différents groupes bancaires africains, parce que l'essentiel aussi, c'est que ce soit l'Afrique qui se finance elle-même, et qui finance ses projets. Comme on dit, les banques françaises se sont retirées ou sont en train de se retirer. Et justement, ça permet d'avoir aussi l'émergence de grands groupes bancaires africains qui sont encore plus à même de financer des projets qui servent au développement des pays, quoi. Merci beaucoup. Peut-être pour me présenter très rapidement. Alors, oui. non, mais pour introduire, donc, zut, j'ai plus ton prénom en tête. Christian. Christian. En fait, Christian est donc un ancien de l'AFD, non? Oui, enfin, j'ai travaillé avec le groupe AFD. Ça. Donc, connaissance de l'intérieur de ces grandes maisons qui interviennent au niveau des États et parfois sur des actions sectorielles bien déterminées. Donc, une culture économique, financière dans la région qui est assez forte. Et maintenant, s'est lancé en entrepreneur dans sa propre action de conseil
avec ce prisme organisation multilatérale, sur lequel, alors là, je suis admiratif, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on ouvre le catalogue, je vous invite à tous aller sur les sites de ces grandes institutions. C'est un labyrinthe, très honnêtement, pour comprendre ce que vous pouvez en tirer. C'est très compliqué, très honnêtement. Donc, les services de quelqu'un comme toi, à mon avis, s'imposent si vous ne voulez pas vous paumer. Donc, très clairement. Donc, merci de nous ouvrir le chemin et de nous donner envie de rentrer dans le labyrinthe des grandes institutions multilatérales. Présenter comme ça, les attentes sont très fortes. Je ne sais pas si je serais en capacité réellement de guider dans ce labyrinthe-là. Hein. Même moi, je m'y perds beaucoup. Peut-être pour préciser, effectivement, donc je dirige une structure qui s'appelle FANACA, qui accompagne le développement du secteur privé sur le continent, en travaillant effectivement beaucoup avec les institutions de financement multilatérales, mais également les États, tout simplement les gouvernements dans différents pays. Pour répondre à la question, bon, il y a une phrase que mon voisin a prononcée qui m'a beaucoup plu, je vais revenir sur ça, c'est il faut déjà qu'on trouve des solutions internes, il faut que le financement se fasse aussi sur place. Maintenant, pour revenir sur, parce que la question c'était les financements passent souvent par des banques et comment réussir à, quand on est un emprunteur ou quand on a un besoin de financement, à comprendre ou à accéder à ces dispositifs-là. Sans apporter directement de réponse, c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle des banques de développement en général, c'est pas des acteurs qui souvent vont directement adresser des financements à des porteurs de projets, ou alors ça existe, hein, mais c'est vraiment, comme il a dit, de très 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 grands projets. Donc c'est des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros parfois, et donc c'est pas évident. Je pense qu'on n'a pas tous des projets à ce niveau-là, mais pourtant c'est des acteurs qui financent le développement avec beaucoup d'indicateurs qui sont très liés au développement, qui ne sont pas que liés à la profitabilité, et donc qui vont passer effectivement par des banques. Bon, mon voisin disait que la BGFI, c'est peut-être pas forcément beaucoup le cas, mais le gros du financement de ces acteurs-là qui sont adressés au secteur privé passe par des banques commerciales. Après, on n'arrive pas, parce que quand on vient au niveau d'une banque commerciale, ils vont pas dire ah, nous, on a telle enveloppe de financement qui vient de, je dis n'importe quoi, de IFC, on a telle enveloppe de financement qui vient de Proparco. C'est pas ça. On vient chez une banque et la banque va faire son analyse de façon complètement autonome et décider, oui ou non, d'accorder le crédit sur la base de la qualité d'un dossier. Et c'est peut-être là où le bas blesse un peu, parce que actuellement, sur le continent, je lisais qu'on a à peu près, au niveau des banques, on a près de 800 milliards d'actifs au niveau des banques. Oui, c'est ce que j'ai lu. En 8% de croissance sur la dernière année. Et on sait aussi qu'on a des besoins de financement du secteur privé, à la fois des acteurs locaux qui veulent développer des différents projets, mais aussi parfois des acteurs internationaux qui ont des besoins qui ne sont pas suffisamment couverts. Donc, il y a parfois du financement, mais ce financement-là n'arrive pas forcément dans les poches des entreprises qui en ont besoin, pour énormément de raisons. Moi, je ne vais pas forcément revenir sur toutes les raisons, mais il y a énormément de raisons qui l'expliquent. Certaines raisons, on va dire, oui, c'est parce que les dossiers ne sont pas forcément de très bonne qualité, il faut mieux préparer les dossiers, etc. Moi, j'ai un avis très personnel sur ça. Je pense que la manière dont les banques apprécient aussi le risque ou analysent les dossiers devrait évoluer. Et donc ça, peut-être que mon voisin va revenir sur ça, parce que on continue, on le dit depuis très longtemps, on a des problématiques de financement, il n'y a pas suffisamment de boîtes qui sont bien financées. 90% des PME sur le continent s'autofinancent. 90% des PME s'autofinancent. Pour toutes les raisons qu'on a mentionnées. Et donc ça veut dire que finalement, il n'y a que une entreprise sur 10 qui arrive à accéder à du financement bancaire. Et pourtant, on a ces acteurs-là de développement, on a la Banque africaine de développement, IFC, on a Proparco, on a énormément de banques qui, en souhaitant appuyer le développement du secteur privé à travers leur mécanisme de financement,
comme ce n'est pas leur métier de financer directement la PME en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Nigeria, vont passer par ceux dont c'est le métier, donc des banques qui malheureusement ont encore un peu de mal, à mon avis, à mieux évaluer en fait ces questions-là de risque ou mieux apprécier la qualité des projets qu'on a en face. Ça ne veut pas dire que tous les projets sont de très beaux projets et qui ne sont pas financés. Il y a un travail aussi qui doit être fait et qui est en train d'être fait. Je crois qu'on avait des acteurs comme là des PME au Bénin. Enfin, il y a de plus en plus d'efforts pour améliorer la qualité des projets. Il y a aussi différentes initiatives pour mieux accompagner des entrepreneurs. Mais pendant qu'on est en train de faire ce travail au niveau des acteurs qui ont des besoins de financement, il faut aussi que justement ces acteurs intermédiaires qui sont des banques, il y a un travail à leur niveau pour mieux apprécier. Et bon, je pense que des acteurs comme Benjamin, qui justement, via des dispositifs de fonds d'investissement, essayent d'apporter des solutions aussi, parce que c'est une autre manière d'apprécier le risque, c'est aussi une autre manière de prendre du risque. Même si, bon, moi, je souhaiterais qu'il y en a beaucoup plus sur le continent, mais ce n'est pas le cas. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Moi, je voudrais partager un petit sentiment personnel sur des cas que j'ai eu à traiter qui rejoignent en transversal ce que vous avez dit tous les trois. Je vais en faire une synthèse à travers deux exemples très très précis qui sont des exemples qu'on a identifiés récemment avec toute l'équipe d'RSM qui se promène par là. La première est le fruit d'une innovation financière qui a été promue par la Banque islamique de développement, qui s'appelle en anglais reverse linkage. Alors derrière ce barbarisme se cache quelque chose d'extrêmement intéressant et qui va probablement parler à pas mal d'entre vous. En clair, c'est une opération tripartite qui consiste, sous le parrainage de la Banque islamique de développement, à permettre à un porteur de projet dans un des pays membres. Alors, les pays membres, vous avez à la Banque islamique de développement les pays membres emprunteurs et les pays membres non emprunteurs. Dans les emprunteurs, vous avez pratiquement tous les pays africains qui ont signé des conventions avec la BID. Et dans les pays non emprunteurs, vous avez la France. Donc, nous sommes parfaitement éligibles à ce schéma. Et je vais vous prendre un cas très, très concret qui va vous parler beaucoup plus que de la théorie. Une entreprise ivoirienne souhaite bénéficier d'une technologie française. Elle l'a parfaitement identifiée, mais elle n'a pas l'argent pour le faire. Elle instruit une demande de reverse linkage à la BID, qui a un bureau dédié à ça et qui va approcher le savoir-faire défini par l'entreprise française, et sous réserve d'un examen satisfaisant, bien sûr, parce qu'ils travaillent très très bien, ces gens-là, vont tamponner et donner l'argent. Et je peux vous assurer qu'il y a des enveloppes tout à fait conséquentes, puisque la BID a la chance d'avoir des ressources assez extraordinaires. Donc un exemple comme celui-là montre à la fois qu'il y a des choses très simples qui peuvent vous arriver directement chez vous et répondre à un besoin bien précis, mais montre aussi que pour aller trouver et dénicher cette idée, je ne vous raconte pas, c'est un parcours du combattant, il faut rentrer dans les méandres de ces organisations et c'est parfois un peu plus compliqué. Le deuxième petit focus que je souhaite faire est un produit qui a été mis en place il y a quelques temps, mais pas il y a si longtemps, par la SFI, donc la Société financière internationale, que d'autres connaissent sous le nom d'IFC, qui est donc la partie privée de la Banque mondiale. Ce dispositif s'appelle Upstream. Comme son nom l'indique, c'est donc amont. C'est un dispositif qui, je crois, n'est pas très très connu. Levez la main ceux qui l'ont déjà connu.
C'est intéressant, vous voyez, c'est quand même... Bon, donc, ça veut dire, en fait, je ne le dis pas pour vous provoquer, mais je le dis pour vous excuser, parce que c'est quand même pas complètement évident d'aller trouver le projet Upstream. Vous avez un projet qui est extrêmement mature. Vous en avez parlé avec Sébastien, et il dit, oui, il est pas mal ton projet, mais enfin, il faudrait peut-être le travailler un petit peu plus, etc. Eh bien, Upstream, quand il trouve l'idée intéressante et le dossier intéressant, va valider une enveloppe qui va vous permettre de finir cette période qui est toujours très délicate, qui est celle de l'étude amont, de l'étude de faisabilité de votre projet. Et donc, vous avez des financements qui sont alloués parce que la SFI a fait le constat que beaucoup de projets étaient intéressants, mais pas assez structurés pour mériter leur intervention, soit en fonds propres, soit en dette. Donc, il existe, et c'est là que des personnes comme toi, Christian, sont extrêmement intéressantes parce que vous avez besoin, ou que notre équipe RSM, parce qu'on cherche à peu près partout. On a découvert avec une institution dont le siège est au Caire, qui s'appelle Afreximbank, une institution qui est extrêmement active et très positive sur le risque africain. Donc il y a des réponses, et moi c'est ce que je voulais un petit peu dire hier quand on a parlé surtout avec Marc de défis du financement. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de croire à des rebonds, à des nouvelles solutions, en s'appuyant sur... J'ai donné quelques exemples, mais je suis sûr que vous en avez dans la salle. Si on faisait un sondage et une interrogation écrite, on sortirait avec des merveilles d'idées. On n'est pas là pour ça, mais très clairement, frappez à nos portes et on sera ravis de répondre. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est maintenant se promener le micro, parce que vous avez, j'espère, quelques questions. Nous avons un petit moment encore. On a été vachement efficace. On a encore quelques instants pour pouvoir échanger. Est-ce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui voudrait... Madame, vous avez un micro? Oui. Vous avez... Merci beaucoup pour la présentation. Certainement que les différentes entreprises qui sont dans la salle, dont nous autres, moi je me présente, je suis Madame Laetitia Boukoro. Je suis la promotrice de la ferme intégrée Agrivision en République centrafricaine. Et le sujet débattu aujourd'hui, c'est un sujet très, très, très préoccupant. La majorité des entreprises, je voulais parler de financement. Et je me réjouis du fait qu'il y a BGFI qui est dans la salle, qui a fait une présentation. Et du moment où BGFI est représenté dans mon pays, donc je me suis dit vraiment c'est une aubaine de pouvoir exprimer la préoccupation qui est la mienne et que j'ose croire que celle aussi de plusieurs collègues ici dans la salle. Pour parler concrètement, parce qu'en général, déjà, il y a un problème de communication. On n'est pas assez sensibilisé sur les facilités que les banques peuvent offrir aux entreprises privées. Je veux parler des PME, des petites moyennes entreprises qui essaient de s'autofinancer, mais qui sont bloquées dans leur évolution parce qu'il y a ce problème d'accompagnement par des financements. Quelles sont les mesures concrètes? Comment est-ce qu'aujourd'hui, moi, entreprise privée, je peux accéder à un quelconque financement de BGFI pour pouvoir agrandir mon projet? Concrètement, sans passer par les différentes conditionnalités où on se perd souvent, on ne comprend pas exactement quels sont les documents à fournir. Donc, je voudrais juste avoir une idée. Est-ce qu'aujourd'hui, si je rentre en République centrafricaine, je peux me rendre auprès de la BGFI? Je dis, bon voilà, j'ai eu des informations concernant des prêts ou de financement de projets comme le mien, qu'est-ce que je dois faire et à quel moment, combien de temps je dois attendre, et puis voilà. Donc ça, c'est ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation est celle de savoir, au regard de tout ce que nous avons, de l'expérience avec les grandes institutions comme la BAD, le FIDA, on ne bénéficie pas directement, on n'a pas d'accès direct à ces financements. Il y a toujours d'intermédiaires et parfois ça se passe mal. Les fonds se retrouvent entre les mains de ceux qui ne sont pas supposés être concernés ou qui ne sont pas supposés être des bénéficiaires.
Et après, on entend seulement, bon voilà, il y a eu tel projet, il y a eu tel montant qui avait été mis en place. Et souvent, c'est en retard. Donc, est-ce que dans cette salle, nous sommes là pour parler de financement des entreprises? Est-ce qu'il y a quand même de propositions, de solutions concrètes? Comment faire pour que les entreprises, nous autres, nous puissions accéder ou peut-être créer un mécanisme, des conditions, bon voilà, on nous réunit, on fait une petite formation, on nous sensibilise, voilà, pour que vous accédez à ce type de financement de façon directe, ou alors mais faites des propositions à ces grandes structures que, ben voilà, l'expérience a montré que le mécanisme utilisé n'a pas forcément marché ou c'est pas très efficace. Quelles sont vraiment les modalités maintenant qu'on peut mettre en place pour qu'on soit plus efficace et plus opérationnel? Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Avant de passer la parole à Sébastien, je vais dire un mot. Merci pour votre question, parce que je pense que tout le monde la partage. En fait, vous parlez de la relation qu'il y a entre l'entreprise et son banquier. Et selon le stade de développement du projet, c'est toujours un défi, mais pas uniquement en Afrique, hein, je vous rassure. J'ai la chance d'avoir des enfants entrepreneurs qui ont lancé des entreprises et je peux vous assurer qu'ils n'ont pas dormi pendant des nuits et des nuits en France parce que la PME, la start-up en France, c'est pas une sinécure. Donc, il n'y a pas que chez vous que c'est difficile, c'est partout. Il y a partout un coefficient de difficulté. Le seul petit conseil, et je vais passer la parole à mes chers partenaires, que je vous donnerai, c'est d'utiliser des gens comme nous, pas le banquier tout de suite, parce que le banquier il est sollicité par plein de monde. Donc, il faut que vous arriviez avec un dossier. J'ai été banquier pendant 35 ans, donc j'en ai reçu des demandes, hein, je peux vous assurer, et pas uniquement des grandes entreprises qui avaient AAA sur toutes les agences de rating. Donc, vous allez utiliser un RSM ou un conseil comme punching ball. Il faut que vous alliez user en fait votre dossier chez quelqu'un qui va vous aider à faire en sorte que le dossier qui arrive chez monsieur le banquier est juste à toutes ses pages. Et ça, on sait le faire, on sait vous le proposer. Ça coûte un peu d'argent parce que rien n'est gratuit, je préfère être très clair, mais je peux vous assurer que le risk-reward, comme disent si bien les Anglais, c'est-à-dire le retour sur investissement du travail de réflexion que vous faites en amont. Il y a quelques chers clients dans la salle qui sont ici, avec qui vous pourriez échanger le cas échéant. Ce n'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps gagné. Et c'est surtout une augmentation de vos chances de succès. Maintenant, le récipiendaire est celui que vous incriminez un petit peu à travers vos propos va répondre et vous dire si la première ébauche de réponse que j'ai faite correspond un petit peu à ses attentes. Avec votre permission, je me porte déjà preneuse pour prendre contact. Oui. Ah bah merci, voilà, j'ai gagné un client, c'est très bien. Nous sommes très contents de notre rôle de sponsor. Oui, oui, c'est vrai que BGFI en Centrafrique. Après, bon, c'est vrai que chaque filiale est, j'allais dire, indépendante. Donc c'est vrai que nous, on n'intervient pas. On peut accompagner justement des projets qui sont choisis par laquelle la filiale centrafricaine va nous solliciter. Donc après, c'est vrai que on peut vous accompagner pour vous rapprocher de BGFI Centrafrique. Après, là, comme je le disais, on a financé récemment un projet justement en Centrafrique, là, au niveau agricole. Donc voilà, en général, c'est vrai que parfois c'est nos filiales qui vont nous solliciter parce que justement, soit il y aura un export de la France, soit justement pour aussi être à leur côté pour justement cofinancer éventuellement un projet qui peut être fait sur place. Donc après, c'est vrai que chacun sa politique. Après, je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'au niveau de la banque, non, mais c'est vrai que je peux comprendre que quand on présente un dossier, c'est vrai qu'on demande beaucoup de choses, beaucoup de documents, beaucoup d'éléments. Ça peut paraître très fastidieux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques sont très régulées.
Donc c'est vrai que ce qu'on nous demande, ce qu'on demande aux clients, en fait, c'est ce qu'on nous exige au niveau de la réglementation. Donc c'est vrai que c'est pas le fait de demander plus de documents ou pas, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut paraître parfois fastidieux, contraignant. Donc c'est vrai que parfois des conseils qui peuvent justement faire tout ce travail en amont pour que quand le dossier est présenté à la banque, ça soit plus, le dossier soit quasiment traité plus rapidement. Donc, mais ça, c'est les contraintes qu'on a en Europe et qui sont également appliquées en Afrique. Oui, je voulais réagir sur ça. Et, merci pour la question. J'ai lu il y a très longtemps, je pense que c'est un adage que beaucoup de personnes ont lu. Et en toute amitié avec mon voisin, on dit souvent que le banquier, c'est l'ami qui te prête un parapluie quand il fait beau et que tu le retires quand il pleut. Et vraiment, ça c'est avec beaucoup de recul. Je pense que quand on n'a pas une entreprise, surtout en Afrique, là je parle vraiment en Afrique, quand on n'a pas une entreprise où on génère un cash flow important, où on est régulièrement, on est en train d'investir, on a de l'argent qui rentre régulièrement. Et dans ces cas, c'est même la banque qui vient de vous voir. Hein. Dans ces cas, c'est même pas vous qui allez voir la banque, c'est la banque qui vient vous voir pour vous proposer des lignes de crédit. Quand on n'est pas dans ces configurations-là, moi je ne recommande pas par défaut à des entreprises d'aller vers les banques quand elles ont des problématiques de financement. Parce que dans beaucoup de cas, c'est une perte de temps. Dans beaucoup de cas. Mon voisin a dit la banque est extrêmement régulée. Donc, ce n'est pas forcément que la banque ne veut pas prêter, c'est que, comme on le dit aussi, l'argent qu'il y a à la banque, c'est aussi en grande partie l'argent des épargnants. Et c'est vrai que si je mets mon argent dans une banque et que la banque me dit j'ai prêté ton argent à ton voisin qui est entrepreneur et il s'est planté, moi, je vais dire à la banque je ne veux rien entendre, donnez-moi mon argent. C'est vrai. Mais, comme je le disais tout à l'heure, les banques doivent... Il y a un travail qui doit être fait au niveau des banques sur la manière dont on apprécie le risque, sur la manière dont on analyse les dossiers, sur même la manière dont les banques sont régulées. Bon, ça, moi, j'ai pas les mains sur ça. Mais au niveau des entreprises, et pour répondre à madame, moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas qu'on continue à dire à nos entreprises la banque va vous financer ou la banque c'est le premier financeur. Parce que ce n'est pas le cas. La banque finance de très grandes entreprises, la banque finance des projets qui sont extrêmement garantis. La banque va intervenir quand la banque est dans certains dispositifs où les ressources peuvent venir justement d'une banque de développement et puis il y a une fenêtre qui permet d'accéder à ces financements et la banque sert principalement dans ce cas de couloir en fait, de transmission. Mais par défaut, mais vous l'avez dit, même en France, parce qu'on a une filiale en France, on a demandé à notre banque, j'ai bien envie de la citer, mais je ne vais pas le faire, on a demandé à notre banque, avec qui on est depuis 4 ans, où on n'a pas de problème majeur, on a demandé une augmentation de notre découvert, parce que dans certains cas, nos clients, qui sont beaucoup d'institutionnels, prennent énormément à nous payer et donc parfois ça nous pose de véritables problèmes de trésorerie. Le découvert qu'on nous a donné, la ligne de découvert qu'on a depuis qu'on a ouvert le compte, qui ne correspond absolument plus à la taille de notre activité, n'a pas changé. Et moi, tout naïvement, parce que je ne suis pas venu demander un emprunt, je suis venu demander une augmentation de ligne de découvert. Tout naturellement, je me suis dit, bon, si c'est le même découvert qu'on a depuis l'ouverture du compte et que 4-5 ans plus tard, notre activité a largement augmenté, ça va de soi. Mais non, notre banque en France a refusé de nous augmenter nos découvertes. Vous pensez que c'est cette banque-là qui va nous accorder du financement? Donc, ce n'est pas lié uniquement à l'Afrique. Je pense que c'est partout. Et définitivement, l'adage que j'ai cité tout à l'heure, il est vrai. Je pense qu'il ne faut pas qu'on mette nos espoirs au niveau des banques. Et je pense qu'il faut que les banques fassent un travail, mais il faut aussi que de plus en plus, on ait des acteurs, des alternatives au financement bancaire. Et une fois encore, on a des fonds d'investissement, on a différents mécanismes qui peuvent financer ces différents projets-là, qui vont prendre un peu plus de risques, qui vont analyser autrement.
Et je pense qu'il faudrait justement, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans nos pays, en fait, en Afrique. Dans les pays africains, on n'a pas suffisamment d'alternatives sur le financement. Et pour moi j'ai oublié les banques sur le financement. Je ne parle plus avec les banques, c'est fini ça. Par contre, il faudrait vraiment qu'on ait un effort et que les banques de développement participent à ça, que les entrepreneurs participent à ça, qu'on mette un effort pour développer d'autres mécanismes de financement qui ne répondent pas du tout aux logiques de financement bancaire. Merci Christian. Le temps passe très très vite en votre compagnie à tous. Donc un petit mot sur ce que vous avez rêvé de dire et que vous n'avez pas eu le temps de dire parce que je vous ai coupé la parole tout le temps. Oui. À chacun d'entre vous, hein, pour dire au revoir et donner rendez-vous à tout le monde sur les stands là-haut. Je pense qu'on a déjà beaucoup dépassé le temps, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais merci à tous d'avoir écouté. Et puis, si vous avez des projets, surtout tech, et vous souhaitez en discuter, je serai dans les parages, donc n'hésitez pas à venir me voir. Malgré tout, on finance. La banque reste quand même un acteur dans le financement. Après, c'est vrai que parfois on peut refuser des dossiers, parfois on peut limiter certaines choses. Mais bon, la banque reste quand même un acteur dans le financement. Après, c'est justement de pouvoir le lier avec différentes aides ou d'autres apports, ou avec les nouvelles solutions qui aujourd'hui justement apparaissent. Ça fait partie d'un acteur parmi d'autres dans le financement. Mais voilà, s'il y a des projets, comme vous l'avez dit en introduction, on les étudie et puis on essaye d'apporter les meilleures solutions. Parfois, on peut refuser certains projets qui nous sont présentés. Parfois, d'autres, voilà, on va plus loin et jusqu'au financement. Donc voilà, ça reste important. Merci. Petit mot. Oui, pour finir, peut-être, je pense qu'au-delà de la question du financement, en tout cas du besoin de financement, on a d'autres problématiques. On a des problématiques de fuite de capitaux. Bon, c'est pas du tout l'objectif de la table ronde, mais ça pose quand même des problématiques de financement après, parce que si on arrive à avoir si on a moins de fuite de capitaux, ça permet de refinancer beaucoup plus facilement les entreprises sur le continent. On a des problèmes de fuite de talent, enfin de rétention de talent. Donc ça, c'est autant de problématiques qu'il faut aussi qu'on règle, parce que même si on a réglé toutes les problématiques de financement, tant qu'on n'a pas réglé aussi ces autres problématiques-là, on n'a pas réglé nos problématiques de développement du secteur privé. Ben écoutez, voilà, ça touche à sa fin, c'est trop court. Merci à tous. En ce qui nous concerne, je ne sais pas si vous êtes implantés sur des stands de RSM, toute une équipe à votre écoute en haut. On sera ravis de prendre à minima vos coordonnées, parce que je pense qu'on va être débordé de questions. Donc, un grand merci pour votre écoute, votre attention. Et j'espère qu'on vous a apporté quelques éléments pour nourrir votre réflexion dans les projets que vous poussez en Afrique. À très très bientôt, en tout cas, sur ces beaux sujets. Au revoir.